Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, pour des personnes qui veulent relever les nouveaux défis des hommes et des femmes, le niveau d'énergie n'est pas très élevé. Hein. Bonsoir. Ah, voilà. Donc, nous sommes ravis, avec Yann Hervé Martin, d'être parmi vous. L'idée est donc, bien sûr, une conférence. Alors, on va respecter les codes d'une première partie où on va vous parler donc, de cet ouvrage. Et ensuite, on espère que cette salle sera dynamique et nous renverra des interpellations, des questions, de façon à prolonger donc, cette première phase qu'on va essayer de terminer vers 7h30, dans 3/4 d'heure à peu près. Alors, l'ouvrage, je vais faire comme Thierry Ardisson, ici. Donc, La manager et le philosophe, aux éditions Le Passeur. Et vous aurez l'occasion, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir l'acquérir à la fin de la conférence. Nous allons nous contenter de faire du teasing et en effet de ne pas tout raconter. Il se passe plein de choses dans cet ouvrage que vous ne saurez pas à la fin de la première partie. Alors, l'idée était peut-être déjà de vous dire qui nous sommes. Alors, je n'ai pas mis de photo parce que c'est assez facile de nous identifier. Donc, le titre, c'est « La manager et le philosophe ». Alors, la manager, un peu, quelques années d'expérience en entreprise, et puis depuis 3 ans, la direction d'une école de management. Et puis, surtout, chercheur en management depuis des années, avec des interrogations sur ces mystères. Hein. Quand on fait de la recherche, en fait, on mène des enquêtes. Le mystère du management et quel est, en effet, comment réussit-on à manager des hommes et des femmes, à conduire des organisations qui ne sont pas que des entreprises, dirais en arrivant à allier de la performance économique, on va en parler, et puis aussi du bien-être chez les personnes qui travaillent dans les organisations. Et donc, j'ai travaillé pour cet ouvrage avec un philosophe. Voilà, Yann Hervé Martin, c'est vrai qu'on est assez... Enfin, c'est pas très compliqué de nous distinguer l'un de l'autre, c'est pas très difficile. Et je suis professeur de philosophie donc en classe préparatoire à Strasbourg, ce qu'on appelle des prépas HEC, donc des classes préparatoires aux écoles supérieures de commerce. Et je suis aussi chargé d'ailleurs d'un cycle de conférences à l'école de management de Strasbourg, et un cycle de conférences qui a ceci de particulier que c'est vraiment et réellement un cycle de conférences philosophiques. Avec un pari, c'est que ça puisse être utile, bien évidemment, non seulement aux étudiants qui y sont inscrits, qu'ils soient étudiants d'ailleurs, il y a aussi ceci de particulier, il y a aussi bien des étudiants de la faculté de philosophie que des étudiants de l'école de management, et aussi un large public d'adultes, d'entrepreneurs, de cadres, de gens qui profitent simplement de cette occasion pour y trouver l'occasion d'une formation qui peut les intéresser. Et le pari, le défi, c'est que même une parole qui se veut résolument une parole philosophique peut permettre à des gens qui s'intéressent au management, aux entreprises, à la gestion des entreprises, de disposer d'un certain nombre de prises de recul, de lumière, qui puissent les aider malgré tout dans la pratique régulière et quotidienne qui est la leur. Voilà donc un petit peu comment... enfin, non pas comment les choses se sont passées, on le verra dans quelques instants, mais donc à partir de quelle place, de quelle position, de quel statut particulier, il m'arrive d'intervenir aussi parfois d'ailleurs dans le milieu des entreprises pour certaines conférences, interventions. Alors, l'idée de départ, c'était quoi? C'était en effet de dire on ne forme pas des techniciens du management dans un IAE, dans une école de management. On veut former des managers intelligents. C'est-à-dire des managers capables non seulement de maîtriser du compliqué, mais surtout d'appréhender le monde complexe. Alors un monde qu'on nous dit de plus en plus complexe, certainement, mais ça fait un moment qu'il l'est. Et je prends une image toute simple. L'idée était d'aider des managers de tous âges, comme dit Yann, à prendre du recul. Vous savez, on a l'expression « la tête dans le guidon ». Il y a une autre image que j'aime beaucoup, c'est quand vous êtes devant un tableau d'un impressionniste. Pensez à Jour de fête, pensez au champ de coquelicots de Monet. Si vous êtes collé contre le tableau, vous voyez quoi? Des petites taches de couleur. Et il faut prendre du recul, 2 mètres, 3 mètres, pour voir la scène se mettre en place.
les drapeaux de jour de fête, les coquelicots du champ. Et c'est ça que j'ai demandé à la philosophie. Alors on peut le faire avec d'autres sciences, d'autres disciplines, la psychanalyse, la psychologie, mais la philosophie pouvait avoir cet apport de nous prendre et de nous obliger à voir le tableau, à donner du sens aux petites tâches sur lesquelles on est tous les jours quand on se lève le matin, quand on travaille en entreprise. Donc c'était ça l'enjeu. Alors pourquoi avoir besoin de cette prise de recul? Je crois que le constat que je faisais, et que nous sommes nombreux à faire, alors managers ou chercheurs en management, c'est que le discours du management, il a failli. On parle de crise, c'est plus de la crise, c'est de la crise qui n'arrête pas d'en finir. Et c'est vrai que je ne sais pas si on sait toujours se poser les bonnes questions quand on est dans le feu de l'action. Et comme disait un grand chercheur en management, le problème, c'est souvent le problème. Et il faut savoir poser les bonnes questions. Et l'idée, c'était d'interpeller un philosophe en lui disant « Aidez-nous à nous poser les bonnes questions. Aidez-nous à avoir ce regard plus lucide, ce diagnostic plus lucide. » L'enjeu, c'est de se dire que nos enfants nous demanderont « Où étais-tu quand il y a eu ces fusions, ces acquisitions, ces pertes d'emploi, ces délocalisations, ces fermetures d'usines ?» Et je crois que si les chercheurs en management, si les gens qui forment des plus jeunes au management ne se posent pas ces questions-là maintenant et ne les aident pas à comprendre, eh bien, le management aura vraiment failli. Alors, il y a d'autres recours, mais je crois que la philosophie en est un. Mais je crois qu'il y avait aussi des enjeux pour le philosophe à s'exercer à ce dialogue. Oui, c'est vrai qu'il y a une posture que je refuse d'endosser, celle du chevalier blanc qui viendrait comme ça faire la leçon à des managers, leur expliquer ce qu'il faut voir et qu'ils n'ont pas su voir, ou ce qu'il faudrait faire et qu'ils n'ont pas su faire. Ah, ce serait une position qui serait à la fois hautaine et sotte. Et je suis convaincu, et c'est pour ça que j'ai accepté d'entrer à la fois dans le projet d'un cycle de conférences à l'école de management de Strasbourg et dans le projet de ce livre, que le philosophe a tout autant à apprendre du monde du management et de l'entreprise que les entrepreneurs et les managers peuvent apprendre éventuellement aussi d'un discours philosophique. Tu disais tout à l'heure, Isabelle, il s'agit au fond de prendre au sérieux ce qu'il y a de complexe dans la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Et j'entends parfois dire à certains que le problème avec la philosophie, c'est qu'elle complique tout. Et je réponds souvent que la philosophie ne complique rien du tout. Enfin, quand elle est vraiment de la philosophie, quand elle n'a pas pour ambition simplement de produire des effets un petit peu chimériques, mais quand elle est simplement attentive au réel, eh bien, la philosophie n'est parfois compliquée que parce que le réel dont elle entend rendre compte est lui-même compliqué. Et quand on veut rendre compte d'une réalité complexe, qui ne se plie pas facilement à nos représentations simples, spontanées, confortables et rassurantes, bien évidemment, on peut produire un certain nombre d'étonnements. Et c'est comme ça, au fond, que j'ai compris mon rôle dans ce livre et dans mon investissement auprès des entreprises ou des étudiants. Eh bien, provoquer cet étonnement minimal qui permet au moins de se dire, voilà, ce qui semble aller de soi, des techniques ou des doctrines qu'on a apprises, qui nous semblent aller de soi, les regarder d'un œil neuf et les regarder d'un œil critique. Pour lutter, parfois aussi, contre un certain nombre de conformismes, parce que dans tous les milieux où des hommes agissent, pensent et travaillent, eh bien, on est confronté comme ça à des conformismes qu'il s'agit parfois de bousculer. Mais ces conformismes, on trouve les mêmes dans le milieu de la philosophie, bien évidemment. Les managers, les cadres dirigeants, les entrepreneurs n'ont pas le monopole des conformismes paresseux. Les philosophes ont les leurs habitudes, leurs routines, leurs idées reçues, leurs convictions, parfois, et qu'il est parfois difficile de mettre à l'épreuve même de la réalité. Et ce qui m'intéressait, moi, dans le milieu des entreprises, c'est que de toute évidence, c'est un milieu réel, c'est un milieu qui n'est pas simplement structuré par des procédures, des opérations, des règles, mais c'est un milieu dans lequel, justement, interviennent des hommes et des femmes avec leurs difficultés, leurs espoirs, leurs espérances, leurs limites, leurs grandeurs, leurs compétences, et parfois leurs incompétences, et qui permet simplement de vérifier
est-ce que le discours que nous, on peut tenir, du point de vue philosophique, sur le travail, sur le courage, sur l'efficacité, c'est facile, bien sûr, de construire des grands discours théoriques sur ce genre de notions, mais les mettre à l'épreuve, eh bien, des hommes et des femmes qui agissent, vivent et pensent dans l'entreprise, eh bien, ça offre aussi aux philosophes que je suis, et à bien d'autres sans doute, des lumières, et ça ouvre aussi des perspectives. Alors du coup, quand on a monté le cycle de conférences, et le livre en est un extrait, on a réfléchi ensemble à des problèmes du management, des apories du management, et qui pouvaient rencontrer des réflexions de philosophes. Pas toujours évident. Et on est parti de sujets qui pouvaient parler à tout le monde, et c'est pour ça que vous verrez que ce sont des chapitres avec des thèmes, structurés par des petites questions, et on peut rentrer dans l'ouvrage par des questions, par des chapitres. Ce n'est pas du tout un livre qui se lit comme un roman policier, où il était une fois et à la fin, ils eurent beaucoup d'enfants. Non, nous n'avons pas beaucoup d'enfants, nous n'avons qu'un livre ensemble. C'est en fait donc une lecture complètement verticale que vous pouvez prendre avec des questionnements. Alors, quand on s'est vu la première fois, moi je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose, par exemple, c'est l'injonction de réussir sa vie. Il faut réussir sa vie. L'injonction de la performance. Il faut être performant. La question du courage, de courage en management. La question aussi de l'exemplarité, l'échec. Et on a constitué comme ça tout un corpus de réflexions qui te parlaient, qui me parlaient. Et c'est là-dessus qu'on a donc élaboré, toi, dans un premier temps, des conférences, alors, qui sont celles de l'année dernière, 12 conférences qui sont en ligne sur YouTube. Vous tapez EM Strasbourg, Yann Martin, et vous tombez sur toutes ces conférences. Et puis donc, l'ouvrage qui tourne autour de 8 thèmes. Alors ce soir, on avait envie d'en partager avec vous 3 ou 4, suivant le timing. Et puis après, on verra si des questions nous permettent d'en aborder d'autres. Alors, le premier chapitre, et une des premières questions qu'on s'est posées ensemble, c'est la notion de réussir sa vie. Et vous voyez que le sous-titre, déjà, est assez programmatique, du « connais-toi toi-même » au coaching de soi. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu débattre, qu'est-ce qu'on a voulu regarder avec cette question de la réussite? Alors moi, peut-être ce que je peux dire, c'est que la réussite, actuellement, c'est une injonction au XXIe siècle incontournable. Il faut réussir. Il faut réussir professionnellement. Et ça ne suffit pas. Il faut aussi réussir d'un point de vue personnel. Il faut réussir sa famille, il faut réussir ses enfants, il faut réussir ses week-ends, il faut réussir ses vacances, il faut réussir ses loisirs. Vous ouvrez des ouvrages très philosophiques comme Cosmopolitane, Marie-Claire, Elle, GQ, je ne sais pas, lui, puisqu'il est ressorti, Vanity Fair. Vous avez toujours un thème sur la réussite. Comment être meilleur, comment mieux réussir son entretien, comment mieux réussir son job, comment... Voilà. Et on s'est dit, on va questionner cette question de la réussite. Et on s'est rendu compte que la réussite, souvent, par le management, c'était un impensé. C'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question d'une évidence aussi forte. Et que souvent, on réduisait la réussite à la notion de performance. En disant deux choses, c'est bien d'être performant, parce que quand on est performant, on est content de soi. Et quand on est content de soi et satisfait de soi, tous les modèles en RH vous montrent à peu près ça, et on est encore plus performant. Donc c'est génial. Donc on va rendre les gens performants, ils seront plus contents, donc ils seront encore plus performants. Et s'ils ne sont pas assez performants, on va les rendre plus satisfaits d'eux-mêmes, donc on va mettre en place des conditions de travail meilleures pour qu'ils soient plus performants, et comme ça ils seront plus satisfaits. Donc ce qu'on pourrait appeler la roue du hamster de la performance. Et puis la deuxième idée, peut-être en management, j'en mets deux, c'est l'idée que quand on veut, on peut. C'est l'idée que le salarié, l'acteur de l'entreprise, il a un objectif. Il est ce qu'on appelle causal. Il démarre, il a une bonne idée, il veut créer une entreprise, il veut réussir sa vie, il veut réussir son parcours professionnel, sa carrière. Et comme il veut, il peut. Il va mettre des conditions de sa réussite en marche. C'est la même chose chez les étudiants.
Voilà, je veux avoir mon master 2, je veux avoir mon master 1. Et comme je veux, ben, je vais mettre en question, en situation, tous les moyens pour réussir. Seulement, c'est peut-être pas si simple que ça. Et réussir sa vie, réussir ma vie, c'est 3 petits mots qu'il faut décrypter. Oui, c'est vrai qu'avec cette expression, réussir sa vie, on est à la fois en présence d'un lieu commun. Ça semble mystérieux à personne, j'imagine, cette expression. Comme tu l'as dit, Isabelle, on la retrouve dans toute une littérature plus ou moins élaborée, comme si cette idée allait absolument de soi. Et pourtant, on ne voit pas spontanément, dès qu'on prend un peu de recul sur l'expression, ce qu'elle peut bien vouloir dire. Ah, je comprends, moi, par exemple, ce que peut vouloir dire réussir un triple salto arrière. Je comprends ce que peut vouloir dire réussir une dissertation de philosophie. Je comprends ce que peut vouloir dire réussir à faire 30 jonglages avec un ballon. Bon, voilà, là, il y a des choses qui sont extrêmement simples. On se fixe un but et on a réussi si effectivement on a atteint le but. C'est-à-dire si on avait effectivement les moyens de réaliser son projet. Le problème, c'est que dès que ce qu'il s'agit de réussir, c'est plus simplement des jonglages avec un ballon, un triple salto arrière ou je ne sais quoi, mais dès qu'il s'agit de la vie elle-même, on ne voit plus très bien quel sens peut avoir l'expression. La vie n'est pas un projet, puisque pour faire des projets, de toute façon, il faut déjà être vivant. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'il faut obtenir d'une manière ou d'une autre en accumulant les moyens de réaliser ses objectifs. Elle est donnée quand bien même nous serions parfaitement incompétents et parfaitement irresponsables. Et du coup, eh bien, on est confronté à une expression qui est le type même de l'expression faussement claire. Je crois que c'est Saint-Augustin qui disait quelque chose comme le temps, si on ne me demande pas ce que c'est, je sais très bien ce que c'est, mais dès qu'on me demande ce que c'est, je ne le sais plus. Bah, réussir sa vie, je crois que c'est un peu pareil. On ne nous demande pas ce que ça veut dire, on le sait très bien. Si on nous met au défi de l'expliquer, je crois que n'importe lequel d'entre nous, ici, ce soir, serait quand même très, très, très embêté. Et donc, c'est vrai que le terme qui a attiré mon attention, bah, c'est bien le terme la vie. La vie elle-même n'est pas une entreprise à réussir, parce qu'elle n'est pas quelque chose que je peux me représenter au-devant de moi comme un but à accomplir. Elle est au contraire un toujours déjà là, elle est première, et elle n'est pas seulement la première chose dont je fais l'expérience, elle est même la condition de possibilité de toute expérience. Je n'ai pas demandé à naître, je n'ai pas demandé à être vivant, ma vie je ne l'ai pas modelée sur le mode du projet. Le premier acte par lequel s'institue mon rapport à elle, c'est un acte d'accueil. Je vais essayer de le dire autrement. La vie, on pourrait dire, le terme vous paraîtra peut-être connoté religieusement, mais dire que la vie est une grâce, c'est dire qu'elle n'est pas d'abord quelque chose à réussir, qu'elle est d'abord un don. C'est donner. Et un don absolument radical. Un don qui est donné indépendamment de tout mérite, un don qui est donné indépendamment de toute demande, et un don d'ailleurs qui n'est pas donné à moi spécifiquement, puisque c'est par ce don que j'accède à moi-même. Je ne peux entrer en rapport vivant et authentique avec moi-même qu'en accueillant ce don auroral, inaugural, absolument premier, sans donateur peut-être, le don de la vie elle-même. Et donc je crois qu'il y a déjà une certaine ingratitude à se donner comme objectif de vouloir réussir sa vie. Pourquoi il y a déjà de la gratitude ? Mais parce que la gratitude, c'est la capacité de l'accueil. La gratitude vis-à-vis d'un cadeau qui nous est fait, ce n'est pas d'abord de rendre quelque chose, c'est d'abord de l'accueillir vraiment. C'est faire grâce à la grâce, la gratitude. Et vouloir réussir sa vie, ça voudrait dire que, a priori, c'est raté. Ça ne marche pas bien. C'est pas comme ça devrait être. Alors je sais bien que parfois on se dit ma vie est un peu pourrie, c'est un peu minable, ça ne marche pas comme je le voudrais. Bon, d'accord. Et qu'on voudrait réussir mieux ces entreprises. Mais la condition psychologique, plutôt que philosophique d'ailleurs, pour entrer dans un rapport qu'on pourrait qualifier de positif, si vous voulez, vis-à-vis de sa propre vie,
Mais c'est toujours la même, c'est de pouvoir vraiment lui faire accueil, de se dire c'est déjà réussi, et que c'est parce que c'est déjà réussi, parce que déjà, après tout, il est beau et il est bon d'être vivant, malgré les échecs, malgré les erreurs, malgré nos limites, malgré nos incompétences relatives. C'est parce qu'il est beau déjà d'être vivant que nous pouvons éprouver ce qu'il y a de grand à se donner des projets qui sont des projets à hauteur d'homme et à tenter de se donner les moyens de le réaliser. Parce que si on ne fait pas ceci, loin d'être la condition d'un épanouissement, eh bien le réussir sa vie est profondément anxiogène. Quand il devient une sorte d'injonction hétéronome, vous devez réussir, sinon c'est terrible. Non seulement si vous n'avez pas réussi, vous aurez raté, mais pire que cela, vous serez un raté. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour ne pas apparaître comme un raté, non seulement au regard d'autrui, mais à son propre regard à soi? Eh bien, il faut intégrer cette injonction, malgré son caractère d'anxiogène, et accumuler tous les signes de la réussite, jusqu'à la Rolex à 50 ans, par exemple. Et voilà, donc c'est là-dessus que j'ai insisté, moi, dans mon dialogue avec Isabelle. De quoi est-ce que l'on parle quand, dans cette expression apparemment simple, on a l'audace de faire de la vie un objet de réussite? Et là, c'est là où on interpelle le management, les managers, car cette injonction, comme tu dis, est anxiogène et a une face obscure, a un coût. Un coût d'autant plus dans une société en perte de grands repères, où chaque individu est, comme le disait Bachung, sa petite entreprise. Et s'il rate, comme tu le disais, c'est de sa faute. On n'a pas droit à l'erreur, comme tu le disais, l'échec est mal vu. Et c'est cette interpellation. Il ne faut pas penser sa vie à manager. Et le coaching de soi qu'on voit se mettre en place, puisque c'est devenu un véritable business, le relooking, je travaille sur l'apparence physique dans d'autres recherches actuellement, la façon de mieux parler, le coaching des managers dans les entreprises, est une véritable idée, porte en soi l'idée que chacun est son propre totem, chacun est sa petite entreprise et doit mener en effet sa vie comme une entreprise. Et cette managérialisation de soi conduit à quoi? À la fatigue d'être soi, comme le disait Ehrenberg, d'où la prise souvent de médicaments, d'où cette souffrance au travail, d'où ces troubles dont on parle, ces dépressions, ces phobies du travail qu'on voit se développer. Donc il y a quelque chose sur lequel il faut revenir, non pas le chemin du connais-toi toi-même vers le coaching de soi, où on serait dans une forme de réussite de soi complètement cosmétique et artificielle, mais bien revenir au connais-toi toi-même. Oui, c'est-à-dire revenir à une vieille sagesse qui est aussi ancienne sans doute que la prise de conscience de l'humanité par elle-même. Ce qui est assez intriguant dans cette formule, c'est qu'elle a été une sorte de devise assumée à toutes les grandes périodes de la pensée occidentale. On la voit surgir inscrite au fronton du temple de Delphes à l'époque de la Grèce antique. On la voit surgir au Moyen-Âge en particulier comme l'une des devises de Bernard de Clairvaux dans un contexte complètement différent d'ailleurs, qui est un contexte ici chrétien, religieux. On la voit surgir à notre époque encore sous une forme très différente, quasiment le Just Do It de Nike. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque période, elle a une signification qui n'est pas du tout la même. Aujourd'hui, ce qu'on entend par « connais-toi toi-même », si on l'expliquait à Socrate, il ne verrait pas du tout quel rapport ça a avec le fameux gnotisséoton, enfin, connais-toi toi-même en grec. Et quand Bernard de Clairvaux en fait usage, il sait bien qu'elle a été revendiquée par Socrate, il connaît son inscription au fronton du temple de Delphes, mais il la comprend encore dans un sens tout à fait différent. Et donc c'est à la fois une formule qui traverse toutes les périodes, mais qui à la fois est chargée d'un système de représentation tout à fait représentatif de la période où elle est entendue. Et ce qui serait intéressant pour chacun de nous, mais je ne vais pas le faire ici devant vous, je laisserai chacun d'entre vous le faire pour lui-même, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour chacun de nous, ici, aujourd'hui, en 2014, connais-toi toi-même. Et selon, non pas la réponse que vous apportez à cette question, dans le sens, ben voilà, moi je suis ceci, mais selon la façon dont vous entendez cette question, je crois que vous aurez appris quelque chose de votre rapport à autrui,
de votre rapport à vous-même, de votre rapport au réel, et de votre rapport à l'époque dans laquelle vous êtes donné de penser cette formule singulière, étrange et profonde sans doute. Alors on parlait du management, qui est un lieu en général de travail, qui s'exprime dans des lieux de travail, et on s'est posé la question sur travailler ou s'épanouir, faut-il choisir? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que très souvent, actuellement, le travail, quand vous mettez le mot travail, à côté, il y a quoi? Il y a souffrance au travail, malaise au travail. Qu'est-ce qu'on entend? Les jeunes ne veulent plus travailler, les gens ne veulent plus travailler, particulièrement les générations X, Y, Z, BOF, Y, dont on nous parle beaucoup, n'est-ce pas? Et on s'est posé la question, mais en fait, est-ce qu'il faut choisir? Alors, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'actuellement, il y a, évidemment, tout s'organise sur un continuum, mais il y a deux grandes tendances qui s'opposent, mais c'est souvent des phénomènes qui s'opposent, qui organisent la société. C'est la recherche d'un travail épanouissant à tout prix, avec des représentations à la Google. Vous savez, je vais travailler le canapé en cuir rouge qui me tend les bras, le coca gratuit, le billard. Voilà, je travaille, je m'amuse, mon travail est passion. Et c'est vrai qu'on avait repris cette formule qu'on attribue à Confucius. Si tu choisis le travail que tu aimes, tu ne travailleras plus jamais de ta vie. Voilà, un travail épanouissant. Et puis à côté, comme ce n'est pas toujours facile dans la vraie vie, on voit se mettre en place la recherche du travail purement utilitaire. Et ce travail qui permet de s'épanouir ailleurs. Alors ailleurs, dans le sport, dans sa famille, dans un milieu associatif. Ça ne fait pas le bonheur des entreprises, des organisations, qui ne peuvent pas offrir forcément le premier, et qui voient se mettre en place des salariés, alors on a dit, qui souffrent, ou alors qui adoptent des stratégies de désengagement. Et de plus en plus, dans les entreprises, on a affaire à des salariés désimpliqués, désengagés, une présence absente, des gens qui ne s'intéressent pas à ce qu'ils font, qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas engagés. L'autre jour, j'avais une conférence d'un grand psychologue californien qui avait mené des études, qui disait que quand il y a discussion et débat dans une entreprise, 85% des salariés disent ne jamais s'exprimer. C'est du désengagement le plus total. Et c'est vrai que le management ne peut pas travailler avec des gens qui ne sont pas présents, qui ne sont pas motivés. Donc on s'est vraiment posé cette question, est-ce qu'il faut faire des choix dans un monde où le travail n'est plus une valeur en soi? Dominique Méda qui le dit, alors que paradoxalement, il n'occupe de moins en moins de temps, de moins en moins de nos périodes éveillées. En 1900, on passait 12% de sa vie éveillée hors travail, 12% hors travail. En 2014, 100 ans après, on en passe 40%. Et c'est vrai que l'identité, car le travail était aussi un lieu d'identité, se transfère petit à petit sur les loisirs, la famille, d'autres moments de la vie, qui fait qu'on se désimplique dans le travail. Donc on s'est posé cette question de se dire, mais est-ce qu'il faut absolument faire des choix ou est-ce qu'on peut trouver d'autres modalités de travailler, d'autres modalités pour s'épanouir? C'est vrai qu'il y a un paradoxe étonnant, c'est que le travail ne résonne pas pour chacun d'entre nous de façon positive. C'est embêtant de se lever le matin pour aller travailler, c'est parfois difficile, c'est parfois un lieu un peu pénible, souffrant, j'y reviendrai dans quelques instants. Et en même temps, le paradoxe, c'est que traditionnellement, depuis des années, chaque fois qu'un sondage est fait sur les valeurs plébiscitées par les Français, le travail arrive toujours dans le tiercé de tête. Généralement avec la famille, les amis, le travail. C'est vrai qu'on peut se demander ce qu'il fait là. Enfin, qu'est-ce que le travail vient faire dans cette affaire? Qu'est-ce que le travail vient faire comme valeur régulièrement plébiscitée par les Français? Or, on le comprend, dans une société où l'identité que l'on peut exhiber vis-à-vis d'autrui passe en grande partie par le travail qui est le nôtre, dans une société où, bien sûr, nos conditions mêmes de survie sociale dépendent du fait même que l'on est à travail,
on peut comprendre que ce soit important, tout bêtement, pour des raisons économiques, pour des raisons sociales, pour des raisons vitales, d'avoir un travail, d'où le sentiment qu'il y a là quelque chose d'absolument incontournable. Mais de là à en faire une valeur, il y a quand même quelque chose d'assez étonnant. Qu'est-ce que vaut le travail en tant que tel? Et il est peut-être intéressant de se rappeler que cette valorisation du travail est un phénomène très récent dans nos sociétés occidentales. Pour les Grecs, le travail était dans son principe même servile, c'est-à-dire ce n'est pas les esclaves qui travaillaient parce qu'ils étaient des esclaves, c'est les gens qui travaillaient, c'est-à-dire qui devaient consacrer leur temps à ce que les Grecs appelaient la poiesis, la fabrication, la culture des champs, l'artisanat. Ces tâches-là étaient considérées comme serviles parce que le temps qui leur était consacré n'était pas consacré au libre exercice des activités les plus hautes, qui étaient pour les Grecs, en gros, la politique et la pensée. Et je vous rappelle d'ailleurs, hein, un lieu commun, vous le savez quasiment tous, hein, mais que le mot travail a une étymologie assez curieuse, puisqu'il vient même, hein, c'est quasiment sûr, hein, d'un objet de torture, tripalium, un instrument de supplice qui servait au choix à écarteler ou à empaler. Et il y a une définition du travail d'ailleurs au XIXe siècle, je n'en ai pas vu beaucoup, mais la définition la plus nette du travail, on peut la lire chez Nietzsche, dans Aurore, il dit « c'est le dur labeur du matin au soir ». Voilà. Au moins comme ça, c'est clair. Alors, comment valoriser le travail si effectivement le travail est essentiellement du côté du labeur, de la peine, de la souffrance? À titre personnel, j'ai envie d'abord de prendre au sérieux cette façon de rattacher le travail à la peine. Un peu par provocation, j'ai envie de vous dire, j'aime pas spécialement le travail. Hein, et que si j'ai accepté de venir vous voir ce soir, c'est parce qu'on m'avait promis que je ne travaillerais pas beaucoup. Sinon, je me serais méfié, hein, j'aurais peut-être fait autre chose. Hein, bon. Mais en même temps que je dis ceci, j'ai la chance, bien évidemment, de pouvoir dire que je fais partie de ceux dont tu parlais tout à l'heure et que semble évoquer la formule de Confucius. On attribue souvent à Confucius ce qu'on ne sait pas attribuer à qui d'autre. Hein, mais de ceux qui, effectivement, ont tellement de plaisir à faire le métier qu'ils font qu'éventuellement, il leur arrive très souvent de ne plus du tout le considérer comme un travail. Alors, est-ce qu'il y a là une sorte de paradoxe intenable? Je ne crois pas. Je crois qu'il faut simplement se rendre compte que le travail en tant que tel relève d'une activité totalement abstraite et que le travail concret intègre des conditions de travail. Allez dire à un bagnard que le travail rend libre, que le travail est condition d'épanouissement, vous moquerez de lui purement et simplement, éventuellement avec le plus parfait cynisme, celui du Arbeit-Macht-Frei par exemple. Hein, bon. Allez dire à quelqu'un qui s'épanouit dans son travail, qui est heureux d'y aller et qui bénéficie grâce à son travail eh bien, d'une image sociale, de moyens économiques, des moyens économiques d'une certaine prospérité, allez lui dire que le travail, ce n'est rien d'autre que le dur labeur du matin au soir, il aura raison, bien évidemment, il aura ses raisons, en tout cas, de ne pas être d'accord avec vous. Et que du coup, une pensée du travail devient concrète quand on pense les conditions du travail. Comment ça fonctionne dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il en est des relations entre employés, ou des relations hiérarchiques au sein de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il en est de la façon dont je suis reconnu dans le travail que j'accomplis? Et c'est seulement quand on pense ces conditions concrètes qui permettent au fond un rapport à soi, à autrui et à tout un petit monde médiatisé par le travail que l'on exerce, que l'on accomplit, c'est seulement quand on pense au rattachement à ces conditions particulières qu'on peut commencer à se demander, mais voilà, qu'est-ce qu'il vaut concrètement? Et qu'est-ce qu'on lui permet de valoir selon les moyens que l'on se donne de faire en sorte qu'il soit exercé le plus humainement possible? Alors en management, qu'est-ce qu'attendent les salariés? Qu'est-ce qu'on peut leur donner? C'est d'abord travailler sur ce qu'on appelle les motivations intrinsèques, c'est-à-dire réfléchir à leurs conditions de travail, en effet, à l'organisation du travail, à leur temps de travail. Une des attentes les plus fortes dans toutes les études qu'on peut mener, c'est l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Et c'est vraiment cette articulation qu'attendent les salariés.
Ensuite, c'est ce que tu as dit, c'est redonner du sens au travail. Je ne vais pas reprendre la parabole que tout le monde connaît de la cathédrale et des ouvriers qui taillent des pierres, mais ce n'est pas simplement tailler une pierre, c'est bien participer à un ensemble qui donnera un jour une cathédrale. Et c'est vrai que l'organisation, la mission de chacun, c'est de lui dire, quel que soit le rôle qu'on joue dans une entreprise ou une organisation, qu'on est dans une chaîne de la valeur, qu'on contribue à la valeur de l'entreprise. La troisième chose qu'attend un salarié, c'est de la reconnaissance. Mais ce n'est pas de la reconnaissance, voilà, tu as ta prime, bravo, ou une petite médaille. C'est un vrai regard de reconnaissance. Être reconnu pour soi et pas simplement pour le travail qu'on a produit. Et puis la dernière chose, et c'est ce qui manque aussi à beaucoup de personnes dans les entreprises, c'est le sentiment de maîtriser, le sentiment de contrôle de son action. Et beaucoup trop maintenant d'entreprises, d'activités, avec les nouvelles technologies, se sont tellement fragmentées que les personnes ont perdu de sens, mais aussi perdu le sens du contrôle, la notion de contrôle de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le sentiment qu'il sort quelque chose du geste qu'ils font, quel que soit ce geste. Et c'est cet ensemble qu'il faut arriver à recréer de façon à redonner de l'épanouissement au travail. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette dichotomie, je travaille, et comme le disait un autre grand philosophe, Jacques Higelin, la vie, c'est ce qui m'arrive quand je suis en train de faire autre chose. C'est ça qu'il faut absolument qu'on arrive à éviter tous ensemble. Oui, tout à fait, pas grand-chose à rajouter. C'est vrai qu'il y a un défi là qui est extrêmement concret. Je ne crois pas qu'on puisse dire, vous l'avez compris, que le travail est une valeur, il est sans doute une nécessité, mais toute nécessité, après tout, n'est pas déplaisante. Il est nécessaire de respirer, ce n'est pas déplaisant de respirer, quand les conditions, en tout cas, d'une respiration libre sont réunies. Il est nécessaire de manger, il n'est pas toujours désagréable de manger, quand les conditions, bien évidemment, d'une alimentation saine ou d'un repas convivial sont réunies. Je crois qu'il en va exactement de même pour le travail. Le travail est d'abord une nécessité liée à notre condition particulière, qui est notre condition humaine. Bon. Et c'est à nous de voir comment faire de cette nécessité un lieu possible d'expression de notre humanité. C'est peut-être aussi l'un des défis qui sont les nôtres aujourd'hui. Alors on s'est aussi posé la question du pouvoir. Le pouvoir dans le management. Et en fait, on se rend compte quand on étudie tous les corpus, les études, les travaux de recherche, que le pouvoir n'est pas quelque chose qui est tellement travaillé en soi. Le pouvoir a beaucoup évolué et interpelle beaucoup les managers actuellement, parce qu'il prend des formes, il se métamorphose extrêmement différentes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'on est passé d'un pouvoir qui était très lié au statut, le bon chef, le chef, à un pouvoir qui petit à petit s'est horizontalisé. C'est-à-dire qu'avec cette entreprise qui est passée, comme le disait Bouttera, du château au réseau, on attend de plus en plus d'un manager, non pas qu'il soit un chef, mais qu'il soit un chef d'orchestre. Et la meilleure métaphore qu'on peut faire du management, c'est vraiment l'idée du chef d'orchestre. C'est-à-dire que l'organisation produit de la musique. Comme je le disais, chacun contribue, même si c'est le petit gling du triangle dans toute la grande partition de l'opéra. Chacun contribue à sa façon et le manager est véritablement un chef d'orchestre qui introduit cette fluidité entre les personnes, ce dialogue, cette interaction entre les instruments. Et si en effet, si on revient à la notion de performance, chacun veut être performant sur son instrument sans jamais se poser la question de ce que jouent les autres à droite et à gauche, on appelle ça de la cacophonie. C'est vrai que beaucoup d'entreprises sont souvent très cacophoniques. Donc ce pouvoir a évolué et on est passé d'un chef à un leader. On a beaucoup parlé des leaders dans les années 50, post-guerre. Les leaders n'est pas forcément un leader positif. Il y a des leaders extrêmement négatifs. Des gens comme Hitler, Staline, d'autres ont été des leaders. Donc le leader n'est pas forcément positif. Mais le management va poser la question, quand il interroge le pouvoir, du leader et du leader positif, du leader charismatique.
Et on va toujours se poser la question du manager leader. Si vous faites un diplôme un jour, ou si vous créez une formation où il y a le mot leadership, si vous créez une formation où il y a écrit comment devenir un leader, vous aurez un monde fou, très très bankable de vendre du leadership. Parce que voilà, c'est le rêve de tout manager d'être un leader. Mais ce n'est peut-être pas si simple que ça. Et des leaders comme Bill Gates, Steve Jobs, Carlos Ghosn ne sont peut-être pas si nombreux qu'on aimerait le penser. Donc c'est cette question du pouvoir qu'on se pose dans les organisations, en distinguant, je vais te laisser la parole, ce qui va être attribué au statut et ce qui va relever de l'individu. Et là, on va peut-être parler d'autre chose, c'est-à-dire de l'autorité. Oui, c'est vrai. Je t'écoutais tout à l'heure parler du chef d'orchestre. Il y a une métaphore aussi que j'aime bien. J'ai aucun problème avec la musique, bien évidemment, mais il m'arrive fréquemment aussi de prendre mes métaphores plutôt dans le milieu sportif. Et en t'écoutant, je me disais qu'on pourrait dire la même chose au fond d'un entraîneur ou d'un coach dans une équipe de foot. On sait bien qu'on peut avoir 11 joueurs absolument extraordinaires qui ne font pas une équipe et qui du coup ne seront pas performants parce qu'ils n'arriveront jamais à jouer ensemble. Et parfois qu'avec des individualités plus faibles, on peut bâtir une équipe qui est véritablement performante parce qu'elle est une équipe et pas une somme d'individualités. Et on retrouve ici sans doute une image analogue à celle du chef d'orchestre. On sait bien que quand il y a un orchestre, tous les musiciens n'ont pas la même valeur. Ils sont sans doute, en fonction de l'orchestre, bien évidemment, certains seront éventuellement brillants. Mais un orchestre, ce n'est pas forcément le Philharmonique de Berlin. Ça peut être bien évidemment quelque chose de beaucoup plus modeste. Et que ce qui fait un orchestre, c'est comme ce qui fait une équipe de foot, c'est jamais une somme d'individualité. Et que le chef d'orchestre, comme l'entraîneur, c'est pas celui qui a le pouvoir de décider ce que l'on va faire, c'est celui en qui on a suffisamment confiance pour qu'il puisse orienter des individualités vers quelque chose comme une œuvre commune. Et quand je dis que ce n'est pas celui qui a le pouvoir de décider comment on va faire, mais celui qui peut orienter le comportement de chacun, le jeu de chacun, vers une tâche commune, ça veut dire précisément qu'on n'est plus exactement dans le registre du pouvoir. Et que le pouvoir, sous sa forme classique, sous sa forme institutionnelle, eh bien, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus très bien. Qu'est-ce que j'appelle le pouvoir sous sa forme classique ou institutionnelle ? Eh bien, c'est le pouvoir que l'on a reçu de quelqu'un qui était au-dessus de nous et qui nous a donné pouvoir sûr. On dit parfois, philosophie politique, en fait, tout pouvoir est une délégation de pouvoir. On a le pouvoir parce que quelqu'un qui en avait plus que nous a effectivement donné pouvoir sûr. Et donc, tout pouvoir est exercé par délégation au nom de mon directeur général, au nom de mon ministre de tutelle ou ce que vous voulez. Or, le problème, on s'en rend bien compte, et d'ailleurs, les responsables d'entreprise s'en rendent compte depuis longtemps. Il suffit de voir la façon dont on a modifié les noms de certains, par exemple, à ce qu'on appelait le patronat autrefois, ou le CNPF, et puis voilà, c'est devenu le MEDEF. Bon, vous savez aussi bien que moi ce que ça veut dire, même probablement mieux que moi. Et on s'est rendu compte, ben voilà, au fond, même la figure du patron, c'est pas simplement la figure de celui qui a le pouvoir de se faire obéir. Ça ne fonctionne plus. Et ce qui est assez curieux, c'est qu'on évoque très souvent, y compris dans l'éducation nationale, quelque chose comme une crise de l'autorité. Et il me semble que là, on fait une erreur, parce qu'on confond une crise de la relation de pouvoir, et j'avoue que cette relation de pouvoir, j'en suis pas nostalgique pour un poil, hein, avec une crise de l'autorité, et elle, je ne suis pas sûr que cette crise de l'autorité soit réelle, qu'il y ait vraiment une crise de l'autorité. C'est quoi la différence entre l'autorité et le pouvoir ? C'est que le pouvoir, d'une certaine manière, je l'ai parce qu'on me l'a donné. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il fonctionne sur le mode de la délégation de pouvoir. C'est pas compliqué de voir qui a le pouvoir, il suffit de regarder l'organigramme d'une société. Un tel a pouvoir sur tel groupe, un tel a pouvoir sur tel secteur, et puis celui qui a le plus de pouvoir, ben c'est celui qui est tout en haut de l'organigramme, qui a généralement une structure pyramidale. C'est pas compliqué du tout de reconnaître qui a le pouvoir.
Puis il y a quelque chose de tout à fait différent, c'est l'autorité. Et l'autorité, à la différence du pouvoir, elle ne vient pas d'en haut, elle vient d'en bas. L'autorité n'est autorité, il y a de très belles pages d'Hannah Arendt là-dessus, qu'à condition d'être reconnue, et d'être reconnue par ceux-là même sur qui elle s'exerce. L'image la plus simple sera ici l'image du professeur. Un professeur, vous le savez bien, n'a aucun pouvoir sur ses élèves, strictement aucun. Moi, j'en ai aucun en tout cas, hein, et je ne tiens pas à en avoir. Il peut, bien évidemment, avoir de l'autorité, mais il ne lui suffit plus, et c'est tant mieux, de se présenter comme l'enseignant ou le prof pour que son autorité soit immédiatement reconnue. Il faudra qu'il fasse ses preuves, c'est par sa manière d'enseigner, par les relations qu'il entretiendra avec ses élèves ou ses étudiants, qu'effectivement on se rendra attentif à sa parole et qu'on sera prêt à le suivre et à faire ce qu'il nous demande de faire. Et l'autorité, ce n'est pas seulement l'autorité de l'enseignant, c'est bien sûr aussi l'autorité du cadre, l'autorité du dirigeant, l'autorité du chef d'entreprise. Elle n'est pas nécessairement d'ailleurs articulée, superposable au pouvoir institutionnel qui est le sien. Quelqu'un qui n'a pas de pouvoir dans une entreprise peut parler et agir avec autorité, être facilement suivi par ses collègues, par ses pairs, y compris parfois contre sa hiérarchie. Ça peut arriver. Et donc je crois que justement, le titre de ce livre, vous l'avez compris, c'est « Les nouveaux défis » qu'ont affronté les femmes et les hommes dans l'entreprise. Eh bien, ce nouveau défi me semble un beau défi, parce que justement, l'autorité doit faire ses preuves. L'autorité ne peut pas faire l'économie d'une compétence avérée. L'économie ne peut pas faire du coup l'économie d'une relation réelle avec ceux sur qui on peut exercer une certaine forme d'autorité. On n'a pas autorité sur, on a autorité avec ceux devant qui on se présente comme susceptible d'être suivi dans le cadre d'une relation. Alors là, c'est un autre terme sur lequel on a insisté dans ce livre, dans le cadre d'une relation qui ne peut par conséquent qu'être une profonde relation de respect. Parce que le respect, il ne va pas, justement, dans l'ordre du pouvoir, le respect va du subordonné vers le supérieur, de l'inférieur vers le supérieur, si vous voulez. Il faut respecter ses maîtres, il faut respecter ses profs, il faut respecter ses supérieurs. Mais pourquoi eux spécifiquement? Le respect n'est une vertu qu'à condition d'être réciprocable. Il va dans les deux sens. Ce n'est pas seulement aux enfants de respecter leurs parents, c'est aux parents de respecter leurs enfants. Ce n'est pas seulement aux élèves de respecter leurs professeurs, c'est aux professeurs de respecter leurs élèves. Et ce n'est pas seulement aux employeurs de respecter leurs employés, non, au contraire, aux employés de respecter leurs employeurs, mais aux employeurs aussi de respecter leurs employés. Et je crois que justement, dans ce défi du respect, se joue un type de relation humaine qui rend possible justement le travail du chef d'orchestre, de l'entraîneur, du coach, appelez-le comme vous voulez, mais dans une relation qui ne peut plus être pensée sous la forme traditionnelle d'une relation de pouvoir. Et en effet, je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a d'autorité que consentie, et qu'on voit bien émerger dans tout ce qu'on a dit cette notion de co-construction, et qu'en fait, il y a une forme de convention d'obéissance. Il n'y a d'autorité que s'il y a une convention d'obéissance. Et pour qu'il y ait cette convention d'obéissance, il faut qu'il y ait de la confiance. C'est-à-dire qu'il faut que le salarié, quand on va lui demander d'agir, parce que c'est ça le pouvoir, c'est faire à quelqu'un quelque chose qu'on lui demande, il faut qu'il comprenne ce qu'on lui demande. Il faut que ça soit compatible avec les intérêts de l'organisation. Il faut que ça soit compatible avec ses intérêts à lui. Et il faut qu'il soit capable d'exécuter. Et ça va être aussi cette relation de confiance très importante qui va créer ce lien et qui va faire qu'il va y avoir une acceptation d'une autorité. Et si l'autorité n'est pas reconnue, le pouvoir s'arrêtera vite ou sera rejeté. Et c'est ce qu'on voit se mettre de plus en plus en place dans les organisations, puisque le pouvoir, le statut auquel il était associé, est énormément battu en brèche. Et c'est comme ça, pour terminer la métaphore de la musique, qu'on peut dire qu'une organisation continue à tourner quand le chef d'orchestre, le manager, comme le disait Karajan, peut poser la baguette et que la musique continue à jouer sans être cacophonique. Alors on va terminer, parce qu'il reste quelques minutes, avec un dernier thème, il y en avait d'autres, c'est la notion de courage.
La notion de courage est une notion extrêmement importante, nous a-t-il semblé, dans la vie. On parle beaucoup du management, hein, c'est les organisations. On voit bien que le management, les entreprises ne sont pas un château fort. Il n'y a pas un dedans et un dehors. On n'est pas un être merveilleux dans l'entreprise, un salaud à l'extérieur ou le contraire. On est la même personne. Et je crois que cette porosité de l'organisation, avec des nouveaux outils que nous utilisons tous, elle est de plus en plus évidente. C'est vrai que quand on regarde les vieux manuels de management, on a l'impression que le salarié, quand il rentre dans l'entreprise, il pose sa robe, son sexe, il pose son divorce, il pose ses problèmes de santé, il pose la dispute qu'il a eue avec son mari ou sa femme ou ses enfants le matin. Non, on se rend compte que le salarié, c'est un être humain, une personne, et non pas un individu neutre, asexué. Et cette notion de respect dont tu parlais, ben, elle est très présente dans ce qu'on appelle le management de la diversité. C'est-à-dire, je te respecte pour ce que tu es, dans toute ta différence. Et cette différence est une richesse pour toi, pour moi, pour l'organisation. Cette question du courage, elle est importante parce qu'on se rend compte qu'elle est, en définitive, peu mobilisée. On parle de courage dans l'entreprise, en général, quand on regarde des situations où il y a une grande situation de prise de risque et une prédiction de réussite extrêmement limitée. Ça va être, il a le courage de lancer une réforme, enfin, la mise en place d'une réorganisation. Elle a le courage de dire à la direction qu'il ne faut pas travailler comme ça. Donc, c'est vraiment des situations assez décalées, assez rares, en définitive, quand on mobilise le mot courage. Et ce qui nous a intéressé, c'est de voir qu'en fait, le courage, il est tout le temps. Il devrait être mobilisé tout le temps, au quotidien. Et c'est en regardant sa face opposée qu'on peut peut-être se poser la question de se dire est-ce qu'on est vraiment courageux quand on travaille dans une entreprise et surtout quand on est manager. Et on a regardé cette face qui est la face du manque de courage, ce qu'on pourrait appeler souvent l'irresponsabilité. Vous savez qu'on nous parle de beaucoup de management responsable, de responsabilité du manager. Et en fait, on se rend compte, si vous y réfléchissez, qu'on a souvent plein de petits découragements, manque de courage au quotidien qui polluent notre façon de travailler et qui souvent polluent le travail de toutes les personnes qui nous entourent. Alors, il y a une petite grille que j'ai conçue avec des psychanalystes qui s'appelle DDDMO. Alors, DDDMO, c'est quoi? Déni, dénégation, dissimulation, mensonge et oubli. Combien de fois, dans votre vie professionnelle, au cours de la dernière semaine, vous avez été dans le déni? Le déni d'un dysfonctionnement, le déni de quelque chose qui ne fonctionnait pas, le déni d'un collègue qui était en souffrance. Beaucoup de déni dans les entreprises. La dénégation. Combien de fois vous avez menti? Enfin, la dénégation, c'est avant le mensonge. Combien de fois vous avez remis en cause quelque chose qui pourtant était mis au jour, dysfonctionnel, qui ne correspondait pas exactement à ce qui vous avait été demandé ou ce que vous aviez promis de faire? Combien de fois vous avez dissimulé? Vous avez pu constater des dissimulations. Hein? En effet, on avait pris conscience qu'il y avait un dysfonctionnement, une erreur dans la caisse, une erreur dans un mail qu'on a envoyé. Mais on a dissimulé, on a caché. Et combien de fois on a menti? Parce qu'on a peur de dire les choses, parce qu'on a peur de l'échec, parce qu'on considère que l'échec, c'est une faute, que se tromper, c'est une faute. Et que le manager ne sait pas dire, quand on se trompe, on a le droit de se tromper, mais par contre, quand on reconnaît qu'on s'est trompé, on peut en faire quelque chose. Et puis l'oubli, le fameux oubli, les dossiers qu'on met sous la pile, les mails auxquels on ne répond jamais, les questions qui restent sans réponse. Et toute cette petite grille, elle vous permet de comprendre que le courage, il est souvent interpellé au quotidien, en tant que manager, en tant que manager, mais il est souvent peu mobilisé. Et on garde ce terme de courage pour des choses complètement atypiques, inédites, ou des grands gestes de l'organisation. On va parler de courage d'entreprendre, on va parler de courage d'innover, on va parler de courage de transparence, qui sont des vraies grandes formes de courage. Mais ce qu'on aimerait là, c'est ce qu'on essaye de dire dans cet ouvrage,
C'est que le courage, il faut qu'il soit aussi modeste et quotidien pour qu'on arrive à travailler tous ensemble et dans la bonne direction. Oui, c'est vrai, c'est cette modestie du courage et cette modestie des vertus, d'ailleurs, qui nous a semblé souvent important dans ce livre. Quand une vertu devient extravagante, quand une vertu s'exhibe, en définitive, elle risque de produire le contraire de ce qu'elle voudrait produire. Pour ce qui concerne le courage, ce qui m'avait frappé, moi, c'est deux choses. D'abord, la tendance à considérer que le courage, c'est cette vertu qui nous permet de tenir bon face à quelqu'un ou dans l'adversité. Il y a un obstacle face à moi, cet obstacle peut éventuellement être quelqu'un, un ennemi, et donc le courage serait le courage d'affronter l'ennemi, de se risquer, de se mettre en danger face à ce qui serait susceptible de nous faire du mal, de nous faire souffrir. Et dans ce cas-là, au fond, il n'y aurait pas besoin de courage s'il n'y avait pas d'adversité, il n'y aurait pas besoin de courage s'il n'y avait pas d'ennemi. Or, je suis complètement d'accord avec Isabelle que dans les entreprises et dans le milieu professionnel en général, on a besoin de courage. Dieu merci, on n'a pas toujours des ennemis à affronter. Et donc le courage comme vertu qui permet d'affronter l'ennemi, c'est le courage qui risque de se présenter simplement comme une machine à fabriquer de l'ennemi. Ah, je lui ai dit ces 4 vérités à celui-ci. Hein. Oh, je ne le supporte plus. Cette fois, eh bien, je ne lui ai pas envoyé dire. Bon, voilà. On fabrique des ennemis, des supérieurs hiérarchiques ou au contraire des subordonnés, des collègues de travail ou des clients. Et au nom de la représentation qu'on se fait du courage comme vertu qui permet d'affronter l'ennemi, on éprouve le besoin de se constituer comme ça un petit arsenal d'ennemis bien confortables face auxquels on se sentira d'autant plus courageux qu'on leur aura dit leurs 4 vérités. Bon, ça risque bien évidemment de faire pas mal de dégâts au niveau collectif comme au niveau individuel. Donc le courage n'est pas d'abord, j'y reviendrai dans quelques instants, la capacité à affronter l'ennemi. Il faut être courageux même quand on n'a pas d'ennemi d'ailleurs. Le deuxième lieu commun qui tourne autour du courage, c'est l'idée que c'est une vertu mâle. Hein, le courage, l'homme courageux, c'est celui qu'on a. Quoi. Bon, voilà. D'ailleurs, c'est assez étonnant. En grec, le mot courage se dit andreia, qui est construit sur la racine aner. Vous la connaissez peut-être sous la forme génitive, andros. Hein, et vous savez que ça veut dire l'homme. C'est donc la vertu virile, masculine, par excellence. Bon, là, bien évidemment, ça. C'est lié et articulé à une représentation du courage qui est sans doute tout à fait sotte et insuffisante. Au pire, la capacité à faire mal, à faire souffrir. Allez, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Sois courageux, tant pis. Hein, tant pis si ça fait mal. Bon, je ne suis pas certain que le courage soit la capacité à montrer ses biscottos pour faire mal à ceux qui l'ont bien mérité éventuellement. Ou alors, dans le meilleur des cas, l'idée que le courage, c'est le courage d'être dur. Ah oui, il faut savoir être dur. Non. Je crois que là aussi, il ne faut pas se faire piéger par l'étymologie. Le vrai courage quotidien, le vrai courage dont on a besoin dans la vie de tous les jours, dans l'entreprise, dans sa famille, avec ses enfants, avec ses collègues, avec ses employés, avec ses supérieurs hiérarchiques. La formule n'est pas de moi, elle est d'André Comte-Sponville, mais c'est le courage des doux. Le courage de ceux qui, justement, sont assez courageux pour ne pas avoir besoin de surjouer leur rapport à autrui. Et dans ce cas-là, ce courage des doux, en présence de qui nous met-il? Pas d'abord en présence d'autrui comme ennemi. Ce qu'il s'agit d'affronter quand on est courageux, ce n'est pas d'abord autrui, c'est d'abord soi-même. Affronter ses petites paresses, le courage de se lever chaque matin pour aller faire son métier d'homme, disait Marc Aurèle. Le courage d'affronter ses découragements. Le courage de reconnaître ses limites, ses incompétences, ses échecs, ses égarements, ses erreurs. Au fond, si ennemi il y a, qui nous oblige à être courageux, cet ennemi, c'est peut-être souvent d'abord nous-mêmes. Et donc la question, elle était là, pour moi. Comment, au fond, construire sur nos lieux de travail un rapport à soi, une modalité du connais-toi toi-même, qui soit elle-même déjà courageuse,
et qui permettent du coup une relation non pas conflictuelle, mais au contraire apaisée avec autrui. Mais celui qui n'a jamais appris à lutter contre lui-même ne peut pas vivre, penser et travailler en paix avec les autres. Voilà, donc le courage s'apprend. Le courage, il y a des fenêtres. Le manager peut aider les personnes à être courageuses, simplement en donnant la parole, en ne rentrant pas systématiquement dans la notion de faute et de recherche de coupables, comme on le voit trop souvent dans les organisations, et qui conduisent ensuite à ces attitudes non courageuses, irresponsables, quand il s'agit de personnes en responsabilité, que sont la dissimulation, le déni et l'oubli. Voilà, donc on a terminé ce petit tour d'horizon. Vous dire qu'on parle aussi de l'exemplarité, en vous disant que le manager n'est pas forcément un héros, et que là aussi, il faut prendre de la distance avec cette notion d'exemplarité, que la performance, bien sûr, on a parlé de la réussite, et nous parlons aussi de la performance, peut exister, mais pas à n'importe quel prix. Et puis que le respect est au centre du management, au centre de la philosophie. Aucun homme, aucune femme, bien sûr, n'est réductible à sa fonction. En conclusion, je crois que ce qu'on peut dire, je crois que tu en seras d'accord, c'est qu'il est possible de bien vivre, de bien agir et de bien manager. Et que je crois que ce qu'on a conclu tous les deux, c'est qu'en définitive, en venant d'horizons très différents, ce que disait un grand épistémologue qui s'appelait Hanson, il disait il regarde la même chose, mais il ne voit pas la même chose. Et c'est vrai qu'on a regardé ensemble le monde du management, le monde des organisations, et en fait, au départ, on ne voyait peut-être pas tout à fait les mêmes choses, mais en fait, au bout du bout, on a vu la même chose, c'est-à-dire des hommes et des femmes en action, et qui travaillaient, qui voulaient travailler ensemble, et qu'on s'est dit que tous ces concepts que nous apporte la philosophie, qui éclairent la philosophie, et qui sont aussi des leviers d'action pour le management, eh bien, ce sont des liants possibles pour qu'en effet les organisations perdurent dans la sérénité pour un management en fait durable. Et comme le disait, tu parlais du courage des doux, comme le disait ici Michel Serres il y a quelques années, le dur ne dure pas, c'est le doux qui dure. Et je crois beaucoup à ça. Le management durable, c'est la douceur. Je te laisse conclure aussi. Oui, tout à fait. Deux petits mots de conclusion, si vous voulez bien. Je ne savais pas que tu afficherais cette formule pour conclure, et elle me plaît bien. Et j'aime bien justement la triple répétition du bien, qui dans un sens courant veut dire simplement de manière efficace. Et je crois qu'on pourrait l'entendre ici dans un sens profond, dans un sens authentique. Bien agir, bien vivre, bien manager. C'est pas seulement vivre, agir et manager efficacement, mais je crois qu'il faut avoir le courage de se dire que c'est aussi vivre, agir et manager en vue de ce qui est bon, et ce qui est bon, sur concrètement, ce qui est bon pour les hommes et les femmes que nous sommes. Et ce souci du bon a un nom qui n'est plus à la mode, mais que je revendique complètement, ça s'appelle la morale. C'est pas forcément quelque chose de pénible, c'est le désir d'une vie qui soit vécue à hauteur d'homme. Et puis tu évoquais tout à l'heure la formule de Michel Serres, ce sont les doux qui durent. Il y a une autre formule d'un philosophe enterré en Alsace que j'aime beaucoup, il s'appelle Jacques Maritain. Enfin, et cette formule dit il faut avoir l'esprit dur et le cœur doux. Et je crois que c'est ça dont on a besoin. Quand il s'agit de penser, on n'a pas à être mou. On n'a pas à se contenter d'idées approximatives. On n'a pas à accepter la mollesse de la pensée d'autrui. Mais quand on est confronté à autrui, à des hommes et à des femmes concrets, nous avons besoin d'hommes et de femmes avec un cœur doux, ce qui n'est absolument pas incompatible avec un esprit dur. Merci de votre écoute. Alors, on espère qu'il y aura des questions et on essaiera d'y répondre, bien évidemment. Bonsoir.
Vous m'entendez? C'est bon? Je voudrais revenir à la première slide sur le connais-toi toi-même. Et en fait, pour vous poser la question de savoir quelle était la distinction selon vous entre le connais-toi toi-même de Socrate, donc de l'Antiquité, et le coaching de soi contemporain. Est-ce que, vous avez dit que le connais-toi toi-même de Socrate prenait des formes différentes au cours du temps. Est-ce que le coaching de soi est une forme du XXIe siècle du connais-toi toi-même de Socrate ou pas? Ou est-ce que c'est une forme dégradée, une forme qu'il ne faut pas suivre? J'ai pas bien compris votre position là-dessus. Voilà ma question. Alors, une forme dégradée, j'oserais pas, ou en tout cas pas tout de suite, peut-être dans quelques instants. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles n'ont pas du tout la même signification. Et pourquoi? Parce qu'on n'est pas du tout dans le même monde. Alors, je vais essayer de faire les choses rapidement pour ne pas vous importuner avec une trop longue leçon de philosophie. Mais la pensée grecque est une pensée qu'on pourrait qualifier de cosmologique, c'est-à-dire l'idée autour de laquelle elle est construite, articulée, cette pensée grecque, c'est l'idée de monde. Et donc pour les Grecs, c'est clair, le monde est la réalité première, fondamentale, et l'homme n'est qu'une partie du monde. Une partie qui peut errer, une partie qui peut s'y perdre, mais ce n'est qu'une partie du monde, c'est-à-dire qu'il se définit par rapport au monde. Et connais-toi toi-même pour un grec, avec Gnotis et Auton, ça veut dire sache quelle est ta place dans le monde et reste-y. N'en bouge pas. Si tu es un esclave, reste un esclave. Si tu es un empereur, eh ben même si c'est compliqué de faire ton métier d'empereur tous les matins, essaye de le faire le mieux possible. Et donc une traduction étonnante, mais qui ne serait pas fausse, du Gnotis et Auton serait « tiens-toi à ta place ». Bien évidemment, pour un moderne, cette idée que nous avons une place assignée dans un ordre qui est l'ordre du monde à quelque chose qui ne nous parle plus beaucoup. Être à notre place, rester à notre place, c'est pas tout à fait notre but, c'est pas tout à fait notre objectif. Et donc le connais-toi toi-même semble avoir changé de signification dans un système de pensée qui n'est plus un système de pensée cosmologique, mais qui est un système de pensée qu'on pourrait appeler, comme vous voulez, soit anthropologique, l'homme comme réalité première, constitutive de toute chose, ou alors égologique, le moi comme réalité première. C'est à partir de moi que je peux penser quelque chose comme un monde, quelque chose comme d'autres, quelque chose comme une divinité éventuellement. Et dans cette pensée égologique, il n'y a pas de sens moral quand j'emploie le terme égologique. Ça ne veut pas dire égoïste, c'est une pensée articulée autour du moi. Et cette pensée articulée autour du moi s'est déployée en gros depuis le XVIIe siècle, depuis la métaphysique cartésienne. Et dans cette pensée qui s'articule autour de l'idée même du moi, qu'est-ce que c'est qu'être soi, qu'est-ce que c'est que le moi? Eh bien, le connais-toi toi-même ne veut plus dire reste à ta place en sachant quelle est ta place dans le monde, mais vois jusqu'où tu peux aller sans cesser d'être toi, vois de quoi tu peux être capable, et on est du coup intégré dans une dynamique qui est celle de la performance et éventuellement du coaching de soi. Or j'évite de dire du mal du coaching parce que la dernière fois que je l'ai fait, il y avait dans la salle une dizaine de gens dont c'était le métier et je me suis retrouvé en posture assez inconfortable. Heureusement qu'ils avaient un peu d'humour et que j'ai réussi à retourner mon propos en leur faisant croire que j'avais jamais dit ça. Si je l'avais dit, bien évidemment. Bon, mais le risque, bien évidemment, c'est que derrière, alors après ça dépend comment c'est fait, mais que derrière l'idée d'un coaching de soi, il y a en réalité un déni de soi. C'est une façon de se rapporter soi-même à ce qu'on n'est pas et à ce qu'on voudrait être, une façon de nier ses faiblesses au lieu de les assumer. Et là, c'est le piège, si vous voulez, du just do it, alors, non pas juste fais-le, mais là, une sorte de, allez, va jusqu'au bout de ce que tu es capable de faire. Et au fond, mais qu'est-ce qu'on en sait? On ne le sait bien évidemment que quand on l'a fait, nos capacités, nos pouvoirs, nos compétences, elles ne sont pas de l'ordre d'un prévisionnel que l'on pourrait escompter. Nous découvrons ce dont nous sommes capables en le faisant, et j'irai même plus loin, nous devenons capables de quelque chose en le faisant, simplement. Et du coup, ce qu'il nous faut ici, c'est une pensée de l'action, plutôt qu'une pensée supplémentaire du moi.
Alors, en étant beaucoup plus courte, je dirais que le coaching de soi ou des autres, il y a un message implicite, c'est l'idée de la mise à niveau. Vous n'êtes pas au niveau. Voilà. Et ça, c'est un message qui est destructeur. Et moi, j'assume le fait de remettre en cause complètement ce qu'on appelle le coaching. Je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et quand on disait l'évolution du monde, reprendre un adage que vous connaissez tous, vous le voyez à la télévision tous les soirs, si vous regardez les publicités, si vous n'avez pas aux toilettes pendant les interruptions publicitaires, qui sont souvent beaucoup plus intéressantes sociologiquement que le film que vous regardez ou l'émission que vous regardez. C'est parce que je le vaux bien. Et le 21e siècle, c'est ça. C'est parce que je le vaux bien. Et c'est moi, en effet, avant tout, et je suis en marche. Je me construis. Je disais tout à l'heure, je suis ma petite entreprise. Et le coaching contribue à cette idée qu'on peut être quelqu'un d'autre, alors quelqu'un d'autre de fantasmé. Et ce qui se passe aussi, c'est que les réseaux sociaux ont introduit l'idée d'une comparaison qui n'a pas de fin. Quand vous travaillez sur l'idée de la comparaison, il y a encore 50 ans, vous compariez à qui? Le plus beau garçon du village, la plus belle fille du village. Maintenant, vous vous comparez forcément aux 10 top modèles, 10 plus grands top modèles du monde. Et vous êtes dans une sorte de comparaison qui n'en finit pas. Et ça, c'est quelque chose de terrible, parce que la mise à niveau, elle est sans fin, interminable. Et moi, je pense que le coaching est un véritable fléau du monde du management actuellement. S'il y en a dans la salle, j'assume aussi. C'est dit. Là-bas, il y a quelqu'un qui... Ah pardon, là aussi. Oui, je voudrais revenir sur les derniers points, notamment sur tout ce qui relève des valeurs morales que vous avez évoquées, bon, le courage, le respect, toutes ces choses-là. Parce que quand on parle du manager, donc du chef d'orchestre, acceptons l'image, eh bien, le modèle qui nous est proposé par nos institutions et le modèle qui est décrit finalement à travers les recherches qui sont faites, c'est aux antipodes de ça. D'abord, le salarié finalement est un individu vicieux, retors, malhonnête. Enfin, c'est le décalque de l'homo economicus de la théorie, tel qu'il fonctionne au XIXe siècle dans les opérations de bourse à travers la littérature de l'époque. Bon, alors, que faire? Parce que nombreux sont ceux qui, effectivement, sont allés la contre, et ça ne date pas d'hier. James Madison l'a dit il y a plus de 200 ans. S'il y a chez l'homme un certain degré de dépravité, entre guillemets, il y a aussi de l'altruisme, de respect d'autrui, etc. Et ça vaut pour les employés comme pour les managers. Mais je dirais que le manager étant au-dessus doit d'autant plus donner l'exemple. Or, toutes ces vertus sont, j'allais dire, au minimum moquées par nos collègues dans leurs écrits. Et on en est toujours pratiquement, en effet, y compris les hypothèses implicites des théories de management, les plus basiques, à commencer par la théorie de l'agence, reposent sur cette conception totalement négative. Je partage votre opinion par expérience qu'effectivement, et je vous remercie de cet ouvrage, c'est vrai que la marge que l'on a dans une organisation et dans une entreprise, elle n'est pas en effet sur la gestion des stocks ou de la production, elle est en effet sur la façon dont on traite les êtres humains et tout ce qu'on peut en tirer avec des facteurs considérables. Mais comment faire rentrer ces bonnes idées, ce que je considère comme des bonnes idées, dans la tête des managers et surtout de ceux qui les forment et qui les rendent comme ça, hein. Comme disait l'autre, un cerveau de guingois, un cœur de pierre et une âme craintive. Voilà. Ben, merci beaucoup, en tout cas, pour votre intervention, qu'elle est bien plus loin qu'une simple question. Et
J'ai envie d'y répondre en disant qu'il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, et pas seulement dans le monde, disons, des entreprises, de ceux qui théorisent ce que serait une entreprise, c'est cette idée qu'au fond, il n'y a de réalisme que pour le pire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que le réaliste, c'est celui qui n'est pas dupe de la méchanceté et de la malignité de l'homme, de la dureté de la vie et de la rugosité du monde. Or, ce réalisme-là est un réalisme hémiplégique. C'est un réalisme prétendu qui voit bien une dimension de la réalité. Bien sûr qu'il y a des salauds, bien sûr qu'il y a des pervers chez les employés comme chez les employeurs. Mais vous l'avez dit, et je ne suis pas simplement quelqu'un qui regarde sans y mettre les pieds le monde de l'entreprise. C'est un milieu que je connais quand même un peu. Mon épouse travaille dans le monde de l'entreprise, elle a certaines responsabilités. Et bon, elle me raconte beaucoup de choses. Parfois, dans ce qu'elle dit, il y a un peu de désarroi. Et souvent, beaucoup de tendresse, d'admiration pour des actes de générosité, pour des acts de magnanimité qui comptent et qui font, mais non seulement partie de la vie d'une entreprise, mais qui font partie de tout ce que nous sommes. Parce que ça, c'est aussi chacun de nous. Le monde n'est pas partagé pour l'essentiel entre des gens bien et des salauds. C'est nous-mêmes qui sommes pour l'essentiel partagés, qui parfois agissons mal, de manière réductrice, de manière irrespectueuse, et qui parfois, parce que nous avons passé une bonne nuit, parce que nous avons une bonne nouvelle, parce que nous sommes un peu moins fatigués, eh bien, sommes capables aussi de comportements plus généreux, plus respectueux, plus humains, simplement. Et je crois que le vrai réalisme, c'est la capacité, là encore, à regarder la complexité du cœur de l'homme. Le véritable réalisme, c'est de refuser de tout réduire à un seul élément ou tout regarder du même côté. Les vrais réalistes ne sont pas ceux qui font de l'angélisme et qui s'imaginent que derrière chaque employé, il y a un type qui brûle que d'une chose, faire le plus grand plaisir possible à son patron, et qui ne consiste pas non plus à croire que derrière chaque patron, il y a une sorte de père de famille profondément généreux qui, au fond, se fiche de son intérêt personnel et ne veut que le bien de ses employés. Bien évidemment, cet angélisme-là est l'autre face, si vous voulez, de cet hémiplégisme pseudo-réaliste que j'évoquais il y a quelques instants. Et je crois que ce que ce livre, justement, a voulu montrer, c'est qu'à égale distance d'un angélisme naïf et d'un diabolisme ou d'une diabolisation des comportements humains cyniques et fausses, eh bien, il y a une voie possible pour un authentique réalisme capable de regarder les hommes et les femmes tels qu'ils sont, à la fois avec tendresse et sans complaisance. Encore une fois, avec un esprit dur, mais un cœur doux. Et c'est peut-être ça que nous avons essayé, en tout cas, dans ce livre. Moi, je répondrai de façon beaucoup plus brève que j'aimerais bien que les théories du management aient une idée de la duplicité, de la méchanceté des personnes qu'elles regardent dans l'entreprise. Et en fait, mon problème, c'est qu'elles ne se posent pas la question. C'est-à-dire qu'elles ne réputent pas l'homme mauvais ou bon, elles ne se posent pas la question. Et c'est vrai qu'elles voient l'entreprise ou le monde du management comme un monde peuplé d'êtres, parce qu'ils vivent, d'objets, les process, les outils, les machines. Et ce sont ces outils et ces hommes et ces femmes qui font un assemblage sur lequel vont se poser des process, des regards, des objectifs, etc. Mais le problème des théoriciens du management, c'est qu'ils ne se posent pas la question de savoir, je parlais du salarié neutre, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est un vieux, ou alors parce qu'en effet, il y a un dysfonctionnement. Et moi, c'est plus ça, la question qui me pose. Et je pense quand même que ça évolue. Ça évolue parce que la marmite, à un moment, je parlais de faillite du discours du management, il y a un moment où ce n'est plus possible de continuer de cette façon-là. Alors après, il y a des mauvaises réponses. La philosophie est certainement une bonne réponse. Pour avoir travaillé sur d'autres sujets, par exemple, la religion, au sens du fait religieux dans l'entreprise ou la religiosité, peut être une autre forme de réponse, avec des discours qui, là aussi, sont différents et qui peuvent essayer de relayer le discours du management. Et qui ne sont pas toujours des discours très productifs, parce qu'eux-mêmes cherchent à être performatifs.
Oui, bonjour. Je suis là, je vais peut-être me lever. Voilà. J'ai une remarque et une question. Ma première remarque, c'est la distinction, ou en tout cas le rapprochement que vous faites entre management et leadership, et l'observation que l'on fait dans les organisations, et notamment dans les organisations en crise, où effectivement le management est très perturbé, le leadership se génère ou s'autogénère. Beaucoup d'organisations agiles ont aujourd'hui fait une séparation assez nette entre les managers et les leaders. Les managers étant, pour faire simple et pour donner une image, l'ouvrier de maintenance des process, un peu pérenne, et le leader, celui qui va créer à un moment donné la dynamique d'évolution ou la dynamique de changement, en sachant d'ailleurs que ces leaders sont plutôt tournants aujourd'hui. Ce ne sont pas les mêmes en fonction des projets, en fonction des périodes de l'entreprise, en fonction des évolutions. Et beaucoup d'organisations qui essayent d'être agiles ont complètement séparé la fonction managériale et l'identification de leader. Et l'observation que moi j'en fais, notamment effectivement dans des situations de crise, puisque c'est un peu mon pain quotidien, pour revenir sur des paraboles, c'est que les organisations qui s'en sortent bien sont celles qui effectivement font cette distinction et séparent bien les deux. Donc ça, c'était ma première observation. Ensuite, c'est plutôt une question qui traite du travail et notamment du bien-être au travail. La question que je vous pose, c'est est-ce que la difficulté, c'est qu'au départ, le travail, finalement, l'épanouissement au travail, c'est quand on se dit, ou quand on a la conscience de créer finalement un bien commun. Je crée un bien commun et ça me satisfait et je m'épanouis en créant ce bien commun. Et la transformation de ça en je crée une richesse ou de la richesse, mais finalement que je ne maîtrise pas bien. Cette richesse, je ne sais pas bien à qui elle profite, où elle va, comment elle y va. Et est-ce que ce n'est pas cette transformation-là qui a fait qu'aujourd'hui le travail est devenu plutôt une souffrance que plutôt un épanouissement parce que je ne crée plus du bien, je crée de la richesse, certes, mais je ne la comprends pas, cette richesse, et je ne sais pas où elle va. Donc ça, c'était ma question. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec votre analyse. Pour moi, c'est un construit, d'abord, que je n'observe pas, la séparation du leadership et du management. Et pour moi, le leadership ne se décrète pas. D'abord, là, on présume que le leader, et je l'ai tout à l'heure dit un peu, est forcément positif. Le leader peut être un leader complètement négatif. Et présumer que le leadership est forcément positif, à mon avis, ce n'est pas se poser les bonnes questions au départ. Et c'est vrai qu'il y a une forme de mythe du leadership dans les entreprises. Mais un leader, c'est quoi? Ou une leader, je ne sais pas si c'est un féminin, c'est quelqu'un qui donne du sens à l'action que vous menez, qui vous aide à comprendre ce que vous voulez faire. Et ça ne se décrète pas, c'est quelque chose qui est souvent très lié à la personne. C'est pour ça que je vous disais, vous faites fortune quand vous créez des formations en leadership, parce que tout le monde rêve d'être leader. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut un peu s'améliorer, mais je pense que ce n'est pas des dispositions dont tout le monde a. Alors ensuite, la deuxième chose, c'est la notion de richesse. Alors d'après ce que je comprends, si j'ai bien compris votre raisonnement, je pense que vous faites allusion à la financiarisation. Voilà, c'est ça. Et en effet, cette question de la financiarisation, c'est un peu ce que je mettais derrière la perte de contrôle. C'est-à-dire qu'en effet, quand on interroge les salariés, ils ne comprennent plus à quoi sert leur travail. Il y a une telle chaîne absolument dématérialisée, en plus avec les nouvelles technologies, forme de diffraction des actions, qui fait qu'on ne peut plus attribuer à son geste un résultat. Et sans revenir à l'artisan, pour une sorte de vision un petit peu passéiste et nostalgique, c'est vrai que le problème de l'organisation actuellement et du management, c'est cette absence, en effet, vous avez complètement raison, de ce que je fais, à quoi ça sert, quel sens ça a, vers quoi ça va. Et la financiarisation telle qu'elle a été conçue et accélérée, parce qu'il y a aussi un phénomène complètement fou d'accélération, en effet, crée une souffrance extrêmement importante chez les personnes. Et je ne pense pas que le management, l'état du management actuellement sache y répondre. Il court après les problématiques de financiarisation.
Et ce ne sont pas les bons exemples qu'on nous donne de PME, de management au plus près de soi qui donnent des réponses. Ce sont en général des allumettes qui cachent une forêt, malheureusement extrêmement dense et qui ressemble plutôt à une jungle. Oh bah, un tout petit mot très court. C'est vrai, vous avez tout à fait raison en fait quand vous dites que à partir du moment, enfin, il ne suffit pas que l'entreprise pour laquelle on travaille soit prospère pour qu'on soit heureux de travailler pour cette entreprise. Et on ne peut s'épanouir dans un travail, bien sûr, à condition qu'on ait conscience de participer à une œuvre collective prospère. Mais il y a une deuxième condition qui est absolument indispensable, et on insiste aussi beaucoup dans ce livre, qui est la question d'être reconnu comme participant justement à cette production de richesse. Et là, je crois que c'est le point capital, ou un des points capitaux en tout cas, sur la question de la reconnaissance au travail. Est-ce que je suis, quel que soit mon rôle, quelle que soit ma place dans l'organigramme, quelles que soient mes compétences et mes limites, est-ce que je suis reconnu comme quelqu'un qui, avec ce qu'il est, participe, lui aussi, à la création de richesse. Et quand il m'arrive d'entendre comme ça des reportages où des gens sont fiers de travailler pour leur entreprise, à des ouvriers de chez Michelin, j'ai voyé un reportage là-dessus il n'y a pas longtemps, ce qui me frappe, c'est ça, c'est qu'ils sont fiers à la fois de participer à la production de richesse, mais ils ne sont fiers de participer à la production de richesse parce que leur fierté, d'une certaine manière, est rendue possible par ceux qui leur laissent entendre et leur laissent comprendre que là où ils sont, y compris quand ce sont des ouvriers à la chaîne, ils font un travail qui contribue à cette production globale de richesse. Moi, un des pires managers avec qui j'ai travaillé, c'était quelqu'un qui disait « c'est facile de dire merci ». Voilà, facile de dire merci. Ben oui, mais ce n'est pas cette reconnaissance dont on parlait. Et je pense qu'il y a une des choses les plus difficiles dans l'entreprise, qui est d'ailleurs très souvent absente, c'est de dire merci, c'est de remercier. Et on dit toujours quand ça ne va pas, ça on sait dire quand on manage, on dit rarement quand ça va bien, et on dit rarement merci, mais un vrai merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci à tous les deux parce que vous apportez de la réflexion et puis un peu de lumière dans cette sinistrose un petit peu ambiante. Et donc merci pour ça à tous les deux. Merci aussi du fait que votre présentation est assez convaincante et je l'ai tellement aimée que j'ai des critiques. C'est-à-dire que je suis très frustré, il y a plein de choses. Donc je vais prendre que deux choses en fait. Première remarque, c'est sur la question de réussir sa vie. Je me demande si vous n'avez pas écarté finalement trop rapidement la dimension du projet. J'adhère par ailleurs personnellement, par ma sensibilité philosophique en l'occurrence, à ce que vous avez dit sur l'accueil, la grâce de la vie qui m'est donnée, mais je crois qu'en l'occurrence, sur le sujet de réussir sa vie, on est bel et bien dans une écriture permanente de son identité, l'histoire que nous-mêmes nous sommes, et je me demande si ce ne serait pas intéressant de se demander si dans les entreprises aujourd'hui, on a des récits, pour ainsi dire, managériaux, court-termistes, ou qui font de mon histoire quelque chose qui va vers un but qui n'est en fait qu'un événement assez pauvre, le résultat. Et donc, au fond, je me demande si il ne faudrait pas, pour réussir sa vie, c'est-à-dire pour peut-être réaliser l'histoire que je me figure être la bonne pour moi, accepter de perdre un peu de temps dans les entreprises, pour le coup. Accepter de perdre du temps. Ça, c'est ma première remarque. Alors, en forme de clin d'œil, c'est vrai qu'on a vraiment schématisé, mais si vous achetez l'ouvrage, vous aurez... Voilà, si. Ça, c'est la manager, le philosophe n'aurait pas osé le dire. Super. C'est vrai que le point important, c'est vrai que je vous entends bien quand vous dites un petit peu votre perplexité devant une dynamique, et d'un côté une dynamique de l'accueil, et de l'autre une dynamique du projet. Mais il est évident, bien évidemment, que les deux sont dialectiquement liés, si vous voulez, dans le sens où la meilleure façon concrète d'attester la grâce que l'on fait à la vie, c'est l'action. C'est cette capacité à décider, c'est cette capacité à se prendre en charge soi-même dans son rapport à autrui, au monde et à soi. Et je crois que celui qui agit
vraiment, il faudrait ici, on n'a pas le temps de la faire bien sûr, toute une pensée de l'action qui doit être déployée quelque part dans ce livre, eh bien concrètement, accueillir la vie, c'est agir. Ne pas l'accueillir, c'est subir et attendre. Et moi, je crois que vous mettez le point sur autre chose dont on parle en effet dans l'ouvrage, c'est le phénomène assez récent, qui a toujours existé, mais qui a pris des proportions énormes avec des réseaux sociaux comme Facebook, de la mise en scène de soi. Et quand vous dites des récits managériaux, il y a quelque chose qui sévit actuellement dans les entreprises, c'est le fameux storytelling. C'est-à-dire qu'on met en scène, on se met en scène, on raconte une histoire, mais on raconte une histoire sur soi. Et cette mise en scène de soi, elle interpelle, d'autant plus qu'elle démarre très, très, très jeune. On le voit avec des enfants extrêmement jeunes. Et ça, je crois que c'est une vraie interpellation, en effet, qu'il faut qu'on ait. Est-ce que je suis moi, ou est-ce que je suis la personne que j'ai rêvé d'être et qui se met en scène? Ça, c'est une vraie question. D'autant plus que la mise en scène de soi, elle va souvent avec la mise à nu de sa plus profonde intimité. Et donc une perte de son intimité qui absolument qui interpelle. Et alors ça dépasse l'entreprise, mais c'est vrai aussi dans l'entreprise. Et quand vous parlez de ralentir, alors vous avez tout à fait raison, mais c'est ce qu'on appelle le slow management, prendre du temps, écouter, savoir retarder l'action, prendre du recul. Alors c'est là où il ne faut pas sombrer dans l'angélisme dont on parlait tout à l'heure. Il faut trouver des dynamiques. Moi, je crois beaucoup à la notion de tempo. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut aller vite, et c'est vrai qu'il y a des moments où il faut savoir ralentir. Mais c'est vrai qu'actuellement, c'est compliqué de pratiquer le slow management, à moins d'être perché dans une montagne. Voilà, c'est quand même... Alors, il y en a qui le font, hein, mais c'est pareil, je ne pense pas que dans cette salle, si on se pose la question, on soit beaucoup à profiter de ce phénomène dont on nous parle quand même beaucoup. Merci pour cette réponse. Donc la deuxième remarque, très rapidement, c'était ma deuxième frustration, donc, c'était sur la question du travail et de l'épanouissement et de la souffrance. Et là, ma frustration ou ma question, c'est est-ce que la philosophie pourrait aller jusque dans le travail, jusque au travail, en tout cas, comment dire, dans les entreprises, pour, allez, disons-le franchement, prendre sa responsabilité jusqu'au bout et redéfinir même ce que c'est que travailler, au-delà d'un rappel étymologique, au-delà de la simple évidence que oui, à l'évidence, au travail, nous souffrons et nous prenons du plaisir, dans le meilleur des cas. Je pense par exemple à la pensée de Christophe Dejour, parmi bien d'autres évidemment, hein. Mais est-ce que nous ne pouvons pas nous inspirer, ou en tout cas nous mettre au travail d'une recherche conceptuelle, d'une redéfinition conceptuelle du travail, pour dire finalement, les gens au travail ne souffrent pas parce qu'ils travaillent, mais parce qu'ils ne travaillent pas. Là, je pense à Christophe Dejour. C'est-à-dire on leur ôte les conditions même de possibilité de tout travail. Alors, moi, je travaille beaucoup avec Christophe Dejour. Je travaille avec des psychanalystes. Je rappelle quand même que le plus grand taux de suicide, c'est chez les gens qui n'ont pas de travail. Ça, il faut quand même se le rappeler. Avoir du travail, c'est souvent difficile, c'est compliqué, il y a souvent beaucoup de souffrance. Ne pas en avoir, c'est pire. Donc ça, je crois qu'il faut aussi se rappeler cette réalité très forte. Ensuite, très clairement, moi je suis chercheur en management. Le management, c'est une science, c'est une discipline de recherche, mais c'est une science de l'action. Il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des psychologues qui sont des interpelleurs, des interpellateurs, je ne sais pas comment on dit, qui interpellent. Après, il y a ceux qui font. Et c'est vrai que je pense que c'est toujours plus compliqué de faire que de regarder faire et de donner des leçons. Et c'est vrai qu'il faut des interpellateurs, il faut des gens qui sachent interpeller, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble. Mais ce que je trouve intéressant dans ce qu'on a fait ensemble et ce qu'a accepté Yann, c'est qu'il y a un dialogue et qu'il n'y ait pas, en effet, cette leçon de morale que je vois tout le temps quand je travaille avec des psychologues, des psychanalystes qui regardent l'entreprise, qui lui disent ce qu'il faudrait faire, mais qui surtout ne mettent pas les mains dans le cambouis. Donc, si vous voulez, ce que je pense, c'est que la réforme, elle se fera de l'intérieur. L'évolution du management qu'on appelle de nos voeux, elle se fera avec des managers. Et moi, je parie sur les étudiants que j'ai dans mon école de management, des étudiants qu'il y a sûrement aussi dans cette salle, et non pas sur des personnes qui décrètent un beau jour qu'ils vont aller regarder ce qui se passe dans l'entreprise en lui donnant des leçons de savoir-vivre ou de bien vivre, alors qu'ils ne l'ont regardé que d'extérieur. Et je ne mets pas Yann dans ce... Mais c'est vrai que c'est une tentation. On en a discuté, c'est une tentation. Oui, c'est vrai que, je crois qu'Isabelle a dit l'essentiel, mais
Il y a une posture que je refuse, bien évidemment, c'est la posture de celui qui irait dire à des managers ce qu'ils doivent faire. Ça, je la refuse complètement. Mon souci, c'est toujours de décrypter avec eux un champ de réalité, d'essayer de leur donner les moyens de le décrypter avec moi, pour imaginer, eux, comment ils doivent éventuellement, ou ils peuvent, mieux faire le travail qui est le leur. Donc moi, c'est toujours la limite de mon discours, si vous voulez, en termes généraux. Mon travail est toujours d'abord un travail critique, qui ne veut pas dire du mal, mais simplement de mise à distance du réel qui permet de mieux le voir et de mieux le comprendre. Après, en revanche, vous parliez de l'un et l'autre, d'une certaine manière, de mettre les mains dans le cambouis. Ce qui serait intéressant, mais là, ce ne sera pas moi, hein, c'est clair, hein, c'est rien n'empêche un philosophe de devenir un manager. Mais dans ce cas-là, il n'est plus celui qui donne des leçons et qui dit ce qu'il faut faire. Il est celui qui se met en situation lui-même d'expérimenter ce qu'il a pu penser. Et il en existe quelques-uns. Il y en a un qui m'a demandé de le rencontrer d'ailleurs dans quelques semaines. Je suis curieux de voir ce que ça donne, comment il travaille, qu'est-ce que ça change. Mais c'est intéressant après tout de se dire qu'on a peut-être besoin, pourquoi pas aussi, dans les milieux du management, on n'a pas seulement besoin de philosophes, bien sûr que non, mais qu'un philosophe aussi n'a pas seulement quelque chose à dire, mais qu'il peut avoir quelque chose à faire. Pourquoi pas? Je connais des managers qui ont mal tourné en devenant des philosophes. On va terminer. Oui. Y a-t-il une dernière question? La question sera très courte. Vous avez invoqué que vous étiez absolument contre le fléau des coachs. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et de quoi vous parlez? Alors, c'est ce que je disais, c'est que pour moi... Non, mais j'étais un petit peu... Mais c'est vrai que ce que je constate avec le coaching, comme je constate avec le mentoring, parce que je travaille beaucoup sur la question de la femme, et on lui attribue souvent des mentors, c'est qu'en fait, implicitement, on fait passer un message, vous n'êtes pas au niveau. Vous n'êtes pas adapté. Pour moi, le coaching, le cadre du coaching, c'est l'adaptation. Et il faut savoir s'adapter. Et c'est le contraire de ce qu'on essaie, nous, de mettre en place, c'est-à-dire la distance critique. Et j'ai travaillé avec des coachs, ici d'ailleurs, avec des personnes, il y a un diplôme de coaching ici, fourni par quelqu'un avec qui j'ai travaillé. On a longtemps eu cette discussion, et je constate que c'est ce qui se passe dans les entreprises. J'ai une doctorante qui termine une thèse sur ce sujet-là, et on en voit les effets complètement négatifs. Mais je me permets, j'ai quand même l'impression que le lien entre l'accompagnateur, je préfère accompagnateur à coach, qui est un mot qui est survendu, mais le métier de l'accompagnement consiste vis-à-vis de l'accompagner à lui faire prendre conscience de ses potentialités en tant qu'être et de le rapprocher de la question de connais-toi toi-même. Et donc on n'est pas du tout dans une course sans fin, mais pour moi, dans une meilleure connaissance de ce que l'on est, sans pousser. Et c'est ça que je comprends. Alors, donc, ça devrait être ça sur le papier. Mais c'est mais c'est ça fondamentalement dans ce qui doit être fait. Voilà. Mais dans la réalité, c'est pas ça qui se fait parce qu'il faut aller vite et de façon, là aussi, performative. Je vous donne une petite anecdote. Je travaille beaucoup sur l'apparence physique et j'avais fait une conférence il n'y a pas longtemps avec des gens qui travaillent sur le relooking et qui me disaient exactement ça. Il me disait, écoutez, c'est faire prendre conscience aux gens de leur potentiel, etc. Ils ont 30 kilos de trop, ils ont des boutons partout, mais on va leur faire prendre conscience de leur beauté intérieure et on va leur travailler. Et on sort de la conf, ça avait été assez débattu, et une personne qui vient me voir et me dit, mais vous savez, moi, pour mes 40 ans, on m'a offert une séance, on m'a offert du relooking dans une des entreprises qui est là, et celui qui vient de vous parler sur la beauté intérieure. Comment ça s'est passé ? Je suis arrivée dans l'entreprise. Alors déjà, les copains qui offrent à quelqu'un pour son anniversaire, bon, ça sera une autre histoire. Elle arrive, elle rentre, alors 40 ans, jean basket, voilà. Et le patron vient la voir de toute sa hauteur, parce que lui, il était relooké depuis un moment, et il lui dit, je vais vous faire un petit débriefing sur l'impression que vous avez donnée quand vous êtes rentré dans la pièce. Je me suis dit, cette femme, c'est n'importe quoi. Voilà.
alors que la personne venait de me faire un discours sur l'essence même du relooking et de la confiance en soi. Eh ben, je suis désolée, sur beaucoup de séances de coaching, de mentoring, et là je parle de 3 ans de travail avec une de mes doctorantes, j'ai plutôt observé le « c'est n'importe quoi » que je vais vous aider à prendre confiance en vous. Oui, mais le coaching, c'est en situation. Hein, le coaching, c'est en situation dans les entreprises. Hein. Je crois que ça va être pire. Coaching de soi. Merci en tout cas de votre attention. Merci à vous tous.